Bonjour Jonathan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours académique? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé par étudier à Polytechnique à l'ULB. Donc, j'ai fait un bachelier en sciences ingénieur, puis un master en ingénierie biomédicale. Je suis sorti de là en 2014 et puis j'ai repris des études, un master complémentaire que j'ai terminé l'année passée en santé globale à l'université de Manchester. Ah, chouette. Et du coup, entre tes deux études, comment a commencé ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'attirait le plus, hein? Au début, j'avais pas beaucoup d'idées de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Du coup, je me suis engagé dans un cabinet de consultance informatique. C'était pas hyper passionnant et du coup, à ce moment-là, je me suis vraiment demandé ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Et donc, je suis resté 6 mois là-bas. Et puis après, je me suis dit que j'aimerais bien travailler dans l'humanitaire. Et j'ai vu que MSF, donc Médecins sans frontières, recherchait des ingénieurs biomédicaux pour travailler sur le terrain. Et donc, il demandait 2 ans d'expérience, donc que je n'avais pas. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de me faire de l'expérience dans une boîte qui fabriquait des équipements médicaux. Ce que j'ai fait en allant travailler chez Medisoft, donc une petite boîte qui fabrique des appareils de diagnostic cardio-respiratoire. Donc, j'ai bossé là 1 an. Et puis après, MSF m'a appelé pour faire une mission en Haïti où je suis resté 1 an. Puis après, j'ai fait pas mal de missions avec eux, donc en Irak, au Liban, en Sierra Leone, avant de faire une petite pause où je suis venu travailler pour MSF, mais à Bruxelles. Et donc j'ai fait quelques visites à Gaza et au Congo. Cette année-là, mais j'étais surtout basé à Bruxelles. Puis après, je suis retourné sur le terrain, mais là avec le Comité international de la Croix-Rouge au Yémen. C'était l'année passée. Et puis maintenant, je suis de nouveau au siège avec MSF à Bruxelles et a priori plutôt basé à Bruxelles. Ok, super. Tu as bien bougé en tout cas. Par rapport à MSF qui t'a recontacté pendant que tu étais au niveau du matériel médical, tu les avais déjà contactés ou ils ont trouvé ton profil sur LinkedIn ou comment ça s'est passé? Et bien donc, après les 6 mois de travail dans cette boîte de consultance informatique, j'avais postulé chez eux tout en sachant qu'ils me prendraient sans doute pas. Et donc, ils m'ont effectivement dit que j'avais pas assez d'expérience à cette époque-là, mais j'ai su par la suite que la personne de qui j'ai pris la position aujourd'hui, en fait, avait mis mon CV sur une pile quelque part, qu'il n'avait pas été complètement perdu, et que au moment où ils ont eu besoin de quelqu'un pour aller en Haïti, il a ressorti le CV de la pile et il s'est dit, tiens, tiens, est-ce qu'on l'appellerait pas? Donc c'est eux qui m'ont recontacté, mais je les avais contactés d'abord. Ah, bah, chouette. Du coup, ton CV n'a pas été perdu. C'est pas mal, c'est bien à savoir pour ceux qui veulent se lancer. Et donc, actuellement, tu es à la Croix-Rouge à Bruxelles. Non, tu es pour MSF à Bruxelles. C'est Tu ça. étais à la Croix-Rouge juste avant. Et qu'est-ce que tu fais concrètement sur Bruxelles? Du coup, au jour le jour, je valide les achats locaux d'équipements médicaux. Donc, par exemple, je sais pas moi, il y a l'Irak qui a besoin d'acheter un appareil d'électrocardiographie et ça leur met 1 an de l'acheter à MSF Supply, qui est notre centrale d'achat à Bruxelles. Et du coup, ils en ont besoin rapidement, et donc ils me demandent si c'est OK d'acheter tel modèle sur le terrain. Et moi, avec les documents de qualité qu'ils me fournissent, je valide ou non leur demande. C'est une grosse partie du boulot. Il y a aussi une autre partie qui est de simplement essayer de trouver des manières pour que le terrain fasse mieux leurs commandes, donc de les aider là-dedans. Parce qu'il y a quand même un très gros aspect de logistique, étant donné que les délais d'approvisionnement sont très longs.
Et du coup, il faut prévoir longtemps à l'avance que la machine peut tomber en panne et que du coup, il faut les pièces pour pouvoir la faire fonctionner. Et puis après, je travaille aussi pour deux projets. Donc, un projet, c'est d'essayer de traiter de manière durable les équipements médicaux qui ont cessé de fonctionner sur le terrain et qui ne sont plus réparables. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour le recycler dans le cas échéant et que ça finisse pas dans une décharge à ciel ouvert. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre, enfin, je fais pas mal de plaidoyer sur tout ce qui est accès aux équipements médicaux essentiels. Et donc là, enfin, je participe à une campagne sur des appareils qui font du PCR. Maintenant, grâce au Covid, tout le monde sait c'est quoi du PCR. Mais du coup, voilà, on essaye de s'arranger pour que les cartouches utilisées pour ces tests PCR soient moins chères et que les modules, le remplacement des modules soit aussi moins cher et que les modules fonctionnent mieux. Donc, on fait du plaidoyer auprès de la compagnie. Super. Qui fait ça. En tout cas, c'est bien varié. J'imagine que nous expliquer une journée type va être un peu compliqué. J'ai l'impression que tu passes un peu de tout, d'une urgence à une autre. Du coup, qu'est-ce que tu penses des compétences et qualités humaines qui sont requises pour faire le job que tu fais? Du coup, je dirais que ouais, il n'y a pas grand-chose de ce que j'ai appris en Polytech que j'utilise au jour le jour dans mon boulot. Après, il y a quand même quelque chose qui est assez essentiel, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Donc ça, on nous apprend quand même en Polytech et j'utilise encore beaucoup. Euh, mais, mais donc voilà, je dirais que j'ai dû apprendre ouais, à utiliser et à faire la maintenance sur des équipements médicaux que je connaissais pas du tout. Et du coup, c'est parvenir à se plonger dans un manuel, à en extraire l'information essentielle. Ça, je fais encore beaucoup au jour le jour. Et puis dans ce qui est compétences humaines, je dirais il faut être capable d'écouter beaucoup, c'est de comprendre ce qui bloque chez les autres. Et puis après aussi, à MSF, on a des équipes qui sont très fortes interculturelles. Là, je travaille avec une collègue libanaise, un Tunisien, un Mexicain. C'est mes collègues directs. Et du coup, je pense que ouais, il faut être capable de travailler en équipe multiculturelle. C'est bien s'adapter, du coup. Chouette. Je pose une petite question en extra. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs chez MSF? Du coup, en tant qu'expatrié sur le terrain, parce que là j'ai les chiffres en tête, il y a à peu près 25% de médecins, plus un peu moins de 25% de paramédicaux. Et donc, en fait, le reste, c'est plus de 50% de non-médicaux. Et dans les non-médicaux, il y a des gens qui font l'administration de la finance, mais il y a surtout ce qu'on appelle des logs, des logisticiens sur le terrain. Et donc, ces logs, ça peut être des ingénieurs en eau et en assainissement, ça peut être des ingénieurs en électricité, en électronique, des ingénieurs biomédicaux. Voilà, c'est toutes ces familles techniques-là qui construisent les hôpitaux, et puis après, ah oui, j'ai oublié les ingénieurs civils et les architectes. Mais ouais, et donc oui, qui construisent les hôpitaux, et puis après, qui les font tourner une fois que le projet est lancé. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Ben oui, moi j'aimerais peut-être juste dire que ce qui m'a amené à travailler dans l'humanitaire à la base, c'était de me dire qu'il y avait des inégalités en termes d'accès aux soins de santé dans le monde et que ça m'indignait énormément. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'engager dans la tentative de réduction de ces inégalités. Et donc voilà, indignez-vous sur un sujet qui vous porte et puis engagez-vous. Super. Ben, merci beaucoup, Jonathan. À bientôt. Oui, à bientôt.